messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. La série de meurtres à Malika fait réagir le ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye annonce une batterie de mesures pour le renforcement de la sécurité dans la banlieue dakaroise. Reprise des auditions dans l'affaire Petrotim face au doyen des juges Abdoulaye Timbo, ex-gérant d'Agitrans, cité dans un reportage de BBC qui a porté des accusations contre son neveu Alioune Sall, frère du président de la République. Va-t-on vers le classement sans suite de l'affaire de la fusillade au domicile du maire de Touba? Le khalife général des Mourides est intervenu et les deux parties ont respectivement retiré leurs plaintes. Affaire Bougazeli ou rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Le député libre de tout mouvement après avoir snobé la gendarmerie. Pendant ce temps, ses présumés complices sont eux déférés au parquet. Commentaire du jour sur ce 2 poids 2 mesures de la justice sénégalaise. À suivre dans ce grand journal. En cette journée internationale des droits de l'enfant, nous irons à Rufisque à la découverte de Matou Amar. La porte-parole du Conseil consultatif de la vieille ville plaide pour l'adoption par l'Assemblée nationale du Code de l'enfant. Les actualités internationales, Georges Détidiop. Thomas Yahi Boni au Bénin, après 5 mois hors de son pays, retour accompagné. L'ancien président accompagné à Cotonou en fin d'après-midi avec une délégation de la CEDEAO. Enquête en vue de la destitution de Donald Trump aux États-Unis. Audition tant attendue ce mercredi de Gordon Sondland. Il est l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne et intermédiaire officiel des pourparlers avec l'Ukraine. Les sports, cher Tidiane Diagne. Lamine Diack se porte comme un charme. L'ancien président de l'IAAF, dont le procès est fixé en janvier prochain, garde toute sa sérénité. Témoignage d'un ancien athlète sénégalais qu'il a rencontré et qui va le revoir à nouveau ce mercredi. Le football mauritanien en net progrès. En club et comme en équipe nationale, un travail de longue haleine a permis de se frayer le chemin. The Special One, nouveau manager des Spurs de Tottenham, Mourinho va percevoir 11 milliards de francs CFA par an. Affaire Bougazeli, on en parle d'un point de vue à partir de 12h35. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop, toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le ministre de l'Intérieur est conscient de l'insécurité galopante qui règne dans la banlieue. La série de meurtres survenus à Malika a fait réagir Aly Ngouille Ndiaye qui annonce que d'importantes mesures vont être prises pour renforcer la sécurité. Au micro de Amadou Sabarba. L'assassinat n'est pas un fait nouveau en banlieue et même à l'intérieur du pays. Il est vrai qu'il y a un problème de sécurité de façon globale, mais on ne peut pas parler d'insécurité totale dans la banlieue. Renforcer, donc par renforcement par une présence policière. Mais nous continuons à prendre les dispositifs pour renforcer la sécurité par une présence policière, mais également par une présence de la gendarmerie dans tous les quartiers, par des patrouilles. Des fois, on ne peut pas malheureusement être jusque dans les chambres et certaines choses se passent dans les maisons. Donc, il faut que les populations jouent également leur partition. Et effectivement, il y a problème, mais nous y sommes. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, en marge de la cérémonie d'ouverture de la conférence régionale sur la sécurité de proximité, rencontre ouverte aujourd'hui à Dakar jusqu'au 22 novembre prochain. La fusillade au domicile du maire de Touba est derrière nous. Le khalife général des Mourides est intervenu et les deux parties ont respectivement retiré leurs plaintes. À leur question, le désistement peut-il clore définitivement le dossier? Tentative de réponse avec Mohamed Diop. Rebondissement dans l'affaire de l'attaque du domicile du maire de Touba, Abdoulaye Ka. Alors que l'enquête est bouclée depuis vendredi et le dossier transmis au délégué du procureur du tribunal d'instance de Mbacké, des informations font état d'un désistement des deux parties suite à une médiation du khalife général des Mourides qui les a reçus tour à tour et obtenu d'eux qui retirent leurs plaintes respectives. L'affaire est donc classée
Pas si sûr de l'avis d'un juriste. 3 options sont à prendre en compte. Le délégué du procureur peut effectivement classer l'affaire sans suite s'il juge qu'elle ne mérite pas un traitement judiciaire, ou bien dans la continuité de l'action publique, il peut saisir un juge d'instruction pour approfondir l'enquête. Enfin, le procureur peut saisir également directement la juridiction de jugement. En attendant l'option que va prendre le délégué du procureur du tribunal d'instance de Mbacké, les 2 parties ont été contraintes de déposer les armes. Mohamed Jodjoub Touba, Mbacké RFM. Abdoulaye Timbo fait face au doyen des juges depuis ce matin. L'oncle de Alioune Sall assurait la gérance de Agitrans, société citée dans le reportage de BBC dans l'affaire Petrotim et qui aurait reçu une transaction financière. Nous y reviendrons avec Papa Balla Gueye sur place au palais de justice de Dakar. Seydina Fall Bougazeli est reconvoqué aujourd'hui à la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Le désormais ex-député du parti au pouvoir est cité dans un présumé trafic de faux billets de banque. Mais chose bizarre, Bougazeli est toujours libre de ses mouvements alors que ses présumés complices, eux, ont été arrêtés et déférés au parquet, ce qui suscite des interrogations sur cette sorte de politique de 2 poids, 2 mesures de la justice sénégalaise. Commentaire du jour, El Hadj Ndiogou Diène. Mais qui protège Bougazeli et à quoi joue ce responsable de l'affaire à Guédiawaye au point qu'il se permet d'entrer et de ressortir librement de la gendarmerie de Colobane à chaque fois depuis jeudi dernier? Peut-être qu'il bénéficie d'un soutien au plus haut niveau de l'État. Quelqu'un tente-t-il de mettre le coude sur son dossier pour que celui qui se définit comme le Baye Fall de Macky Sall ne soit pas inquiété? Parce que pour moins que ça, une affaire présumée de trafic de faux billets, des personnes ont été arrêtées et envoyées en prison. Bougazeli présente-t-il plus de garanties de représentation à la justice que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, encore l'ex-tout-puissant ministre d'État Karim Wade? Absolument non, sauf que lui, le désormais ex-député, a la chance d'être du bon côté, du côté des gouvernants qui confèrent une certaine impunité et un traitement de faveur. Les dossiers du COUD avec Cheikh Oumar Anne, du Prodac avec Mamba Ignan et de la Poste avec Siredia en sont de parfaites illustrations. En clair, les sanctions pénales, c'est pour les autres et pas pour les partisans de Macky Sall qui se définissaient pourtant comme le chantre de la gestion sobre et vertueuse au premier jour de son accession au pouvoir. Mais hélas, aujourd'hui, la réalité est tout autre. La logique politique prime surtout au point que notre justice semble rouler à 2 vitesses. Une justice pour les forts, une justice pour les faibles. Dit Kumba Amdei, Kumba Amundei, comme disent les Wolof. Alors que le principe sacro-saint est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais bon, la justice divine, elle, est implacable et rira bien. Qui rira le dernier. El Hadj Ndiogou Diène, le préfet de Dakar, va en croisade contre la pollution visuelle dans la capitale. Il compte mener dans les tout prochains jours une opération consistant à enlever tous les panneaux publicitaires et objets encombrants installés sur l'autoroute, la corniche et sur les ronds-points. C'est pour des raisons de sécurité, selon le préfet Alioune Badara Samb, interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. En matière de publicité, les panneaux publicitaires ont envahi, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, la voie publique au Sénégal en violation manifeste des règles qui régissent l'occupation de la voie publique. Pour ce cas-là, il s'agit dans un premier temps de la voie classée. Je rappelle que conformément aux dispositions du décret 2012-1440, la gestion de la voie classée relève de Agiroute, qui est la structure étatique chargée donc de la gestion de cette voie classée. Il se trouve que nous avons ciblé 2 grands axes et les ronds-points. Les 2 grands axes, c'est ce qu'il est convenu d'appeler d'ailleurs la boucle présidentielle. D'habitude, c'est le surveiller quand les autorités venant de l'aéroport Léopold Sédar Senghor avant le déplacement sur AIBD. C'est l'autoroute allant de Maliki jusqu'à l'aéroport et également la corniche ouest allant du bloc des Madeleines jusqu'à l'aéroport. Maintenant, en dehors de ça, il y a effectivement les ronds-points. Il y a une disposition qui était là depuis un certain temps. C'est une question de sécurité. Quand est-ce que vous allez démarrer cette opération? Est-ce qu'il y a un délai fixé? Bon, c'est juste un problème de planification des actions parce que nous les déroulons en relation avec Agiroute. J'ose même espérer que les gens vont déposer d'eux-mêmes les panneaux publicitaires parce que c'est une démarche inclusive. Nous avons fait ce travail-là en relation avec les responsables des régies publicitaires et c'est vraiment une question de modalité pratique. Donc, il n'y a pas une date qui est arrêtée. C'est vraiment dans les tout prochains jours. Une décision de l'autorité préfectorale saluée par des Sénégalais. Ils appellent d'ailleurs dans ce reportage signé Oumou Kalsoumba à la pérennisation de cette mesure. À
À Mermoz, à l'image de plusieurs coins de la capitale, foisonnent des panneaux publicitaires. Les populations ont fini par s'habituer à ce décor. Dans ce désordre, avec la guerre des panneaux publicitaires, Moussa, de taille courte, s'y perd presque. Une situation qui offre à la ville une autre image. La décision de l'État aussi, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'il est le représentant du peuple. Maintenant, si on aura l'occasion d'avoir l'espacement de ces panneaux publicitaires-là, ça peut permettre vraiment à la population aussi d'avoir un environnement très confortable, Le fait d'espacer ça peut aussi nous aider aussi à vraiment une bonne, à mieux circuler. Beaucoup de Sénégalais s'en désolent de l'installation des panneaux publicitaires qui fait l'affaire des annonceurs. Pape Diop évoque l'insécurité qui plane avec les tableaux installés anarchiquement. Ils peuvent peut-être bien essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire que de prendre d'autres dispositions ou bien de trouver des supports solides qui pourront empêcher les tableaux publicitaires de tomber. Donc je pense que ça aussi, c'est une possibilité, Mais carrément l'enlever, je pense pas que ça serait quand même possible. Ou bien il faut, Même constat à l'avenue Cheikh Anta Diop. Ici, on ne peut pas faire 20 mètres sans apercevoir un panneau. Adama parle d'une indiscipline. Moi, je suis chauffeur. Quand je dois emprunter cette voie, je suis obligé de jeter un coup d'œil sur les panneaux. Et c'est dangereux. Les gens doivent aussi respecter les normes. Avec la décision du préfet d'interdire la pose sur la voie publique des panneaux publicitaires dans les prochains jours, certains Sénégalais rencontrés apprécient l'initiative et demandent aux autorités de faire le suivi pour désengorger Dakar. Les usagers de Sénélec ou Moukalsoum vont devoir payer plus cher leur facture d'électricité. Augmentation à partir du 1er décembre prochain de 6 à 10% du prix du courant. Des Sénégalais interrogés sont dans tous leurs états. Reportage Nafissatou Silla. 6 à 10% de hausse sur le prix de l'électricité, une exagération pour ce monsieur ouvrier de son état. C'est vraiment compliqué. Cette hausse ne repose sur rien du tout. Voyez-vous, même les gens sont fatigués. S'ils ne peuvent pas gérer ce pays, ils n'ont qu'à partir. On n'en peut plus. Moi, simple ouvrier, que vais-je faire maintenant avec mes maigres revenus? Peut-être que je vais utiliser des bougies. Près de l'école normale, Madame Faye vend des beignets. Elle a près de la soixantaine. Interpellée sur cette augmentation, elle se dit choquée. Je paye moi-même ma facture d'électricité. Vraiment, je pense qu'on se fait berner. Déjà avec OFL, toutes les promesses ne sont pas tenues. Un de ses clients trouve cette hausse regrettable, Youssou Samb. On est fatigué et on ne voit pas l'appui de l'État. On nous fatigue avec cette politique politicienne. Rien ne marche dans ce pays. On entend parler tous les jours de milliards et qui sont investis dans des secteurs sans aucun rendement. Ils doivent subventionner l'électricité ou diminuer les denrées de première nécessité. Pour ce fonctionnaire, c'est aberrant de vouloir toujours appliquer des hausses alors que rien n'est fait pour soulager les populations. Mamadou Laye. Une hausse n'est jamais favorable, mon cher. Le mieux a été tout simplement qu'on prépare la population à ce que, si jamais il y a une hausse, il y a au moins une possibilité d'amortir ça, ne serait-ce au niveau de la masse salariale. Cette hausse de l'électricité sera effective à partir de ce 1er décembre, une augmentation approuvée par les autorités de régulation du secteur de l'électricité. Kayar dans la rue. Aujourd'hui, les populations continuent de demander la délocalisation de l'usine de fabrication de farine de poisson Bama Sénégal qui doit démarrer ses activités sous peu. Reportage Cheikh Anta Diop à Thiès. Barna Sénégal, cette usine spécialisée dans la fabrication de farine de poisson doit bientôt démarrer ses activités. Les populations de Kayar sont encore sorties pour réclamer sa délocalisation. Sohna Matindaou, la présidente des femmes transformatrices des produits halieutiques à Kayar. Parce que Barna Sénégal, c'est pas bon pour la population. C'est du poison. Parce qu'on doit penser aux générations futures pour gérer notre ressource. Vraiment, Barna, ça suffit. Parce qu'on veut tenir notre vie, notre environnement sain. Barna Sénégal, merci. Greenpeace Afrique, venu les soutenir, estime que cette usine de fabrication de farine de poisson est un danger. Abdoulaye Ndiaye, chargé des campagnes océan, Greenpeace Afrique. Le premier danger, c'est la nuisance olfactive. Deuxième danger, c'est par rapport même à la sécurité alimentaire des populations. Et le troisième qui nous fait vraiment venir à Kayar, c'est aujourd'hui pour la préservation des professions des femmes transformatrices. Kayar fait partie des sites où la transformation est très très forte.
qui est le seul site qui dispose d'un air qui est agréé à l'export de produits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire en dehors d'appuyer ces femmes-là pour qu'ils aient accès à la ressource? Mais si on continue à ce rythme, ces braves femmes, leurs métiers sont menacés. La mer est menacée, les ressources sont menacées. Même la population de Kayar, au méfait que pourrait les apporter cette usine de farine de poisson. Il faut trouver une solution aux souffrances des populations de Kayar. C'est ce que semblent dire ces manifestants. Ils ont demandé au chef de l'État de désamorcer cette bombe qui pourrait un jour exploser. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Et vous suivez le grand journal sur la 94.0 à 12h16. La journée mondiale des droits de l'enfant célébrée aujourd'hui, elle coïncide cette année avec le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, les acteurs de la protection des enfants font un plaidoyer. Ils souhaitent l'adoption du code de la famille avant la fin de l'année. Selon la coordonnatrice de la CAP, la cellule d'appui à la petite enfance, ce code va améliorer sensiblement la situation des enfants au Sénégal. Ramatoulaye Ndaw Diouf était l'invité de RFM Matin. Le texte est prêt. Si ça pouvait être avant la fin de l'année, ça serait une excellente chose. En tout cas, on l'appelle de tous nos voeux et on espère que d'ici la fin de l'année, on l'aura. Cela ne dépend plus de nous et il faut que ce soit adapté au niveau du Parlement. Et donc, la balle est aujourd'hui au niveau des parlementaires à qui on fait un appel très fort pour demander que ce code soit adopté parce que ça fait de très longues années que les enfants du Sénégal l'attendent et que les enfants du Sénégal en ont besoin. Quelles sont les grandes lignes de ce texte, de ce code de l'enfant? Une protection plus accrue, forcément, des droits de l'enfant mieux pris en charge, aussi bien au plan civil qu'au plan pénal. Et avec ce code-là, il y aura des sanctions assez sévères pour toutes les personnes qui seront porte-à-faux avec la loi par rapport aux droits de l'enfant. Matou Amar, 17 ans, est la porte-parole du Conseil consultatif de Rufisque. La porte-parole des enfants plaide pour l'adoption par l'Assemblée nationale du Code de l'enfant, condition sine qua non pour un retrait et contre la violence faite aux enfants. Le plaidoyer de Matou Amar résonne en cette journée internationale des droits de l'enfant. Salimata Aou l'a rencontré. Je suis aussi la vice-présidente du Conseil consultatif département de Rufisque, en même temps la seule enfant membre du CDP de Rufisque. Élancer le verbe facile, Matou Amar est la vice-présidente du Conseil consultatif de Rufisque. Défendre la cause des enfants, une mission qu'elle s'est assignée depuis le bas âge. Nous sommes enfants certes, mais notre voix aussi peut porter. Nous avons des préoccupations et il n'y a personne mieux placé pour les exprimer à nos places. À 17 ans, Matou a le cœur meurtri quand elle voit ses camarades trimballer dans les rues de Dakar. Et ça fait très 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 mal, pas pour moi mais tous les enfants, ça nous fait mal de les voir manger, errer dans les rues. Et sur les violences, les châtiments corporels que nous vivons à l'école, les maltraitances. L'adoption du code de l'enfant, seule alternative selon elle pour lutter contre les violences faites aux enfants. J'ai espoir avec l'engagement des entreprises parce que je me dis qu'avec cette collaboration, on pourrait aller de l'avant. En classe de première, Matou a le calendrier chargé certes, mais cela ne l'empêche pas de suivre ses cours normalement. J'enregistre ma voix en récitant la leçon. Parfois sur le chemin d'aller à une activité, je mets des écouteurs et j'écoute pour mieux comprendre ma leçon. En plus, c'est des activités complémentaires en fait. Fière de ses origines, la Darmanko affirme avoir en bandoulière sa culture. Être au devant de la scène pour la bonne cause, c'est bien, mais il faut toujours avoir la tête sur les épaules, selon Matou Amar. Je leur demande d'avoir confiance en eux parce que c'est la confiance qui nous permet d'avancer. Merci à l'autre Darmanko, Salimata Aou. L'ancienne députée socialiste Aminata Diallo a eu la chance de représenter le Sénégal au premier sommet mondial sur l'enfance tenu en 1990 à New York. L'élève coldoise d'alors s'était illustrée par son engagement en faveur du PEV, le programme élargi de vaccination. 29 ans après, elle s'en souvient encore et reste militante de l'enfance. Écoutons Aminata Diallo. Nous partions à New York avec le président Abdou Diouf et Madame Ndioro Ndiaye qui était ministre déléguée chargée de la condition féminine. Nous partions à New York pour le premier sommet mondial sur l'enfant. Et moi,
j'étais désignée pour représenter tous les enfants du Sénégal à ce sommet-là et le président Abdou Diouf devait signer le plan d'action pour mettre en œuvre la Convention des droits de l'enfant et j'étais témoin pour tous les enfants du Sénégal de la signature du président Abdou Diouf qu'il allait appliquer le plan d'action, qu'il allait appliquer toutes les suggestions sur la Convention internationale des droits de l'enfant. C'était de grands moments parce que je venais de Kolda, j'avais 12 ans, j'étais au CM1. Je venais pour la première fois à Dakar pour aller directement à New York, aux Nations Unies. Alors, c'est de très beaux souvenirs et depuis 29 ans, je travaille sur la Convention des droits de l'enfant, sa promotion. Je suis une militante des droits de l'enfant. 29 ans après, je continue mon combat pour que tous les enfants du Sénégal puissent bénéficier de ces droits, pour que tous les enfants du Sénégal, que l'État du Sénégal puisse respecter ses engagements lors de ce premier sommet mondial de l'enfant. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Binta. L'ancien président Thomas Bouni-Yayi au Bénin aujourd'hui. Oui, il est annoncé cet après-midi à Cotonou, près de 5 mois après avoir quitté son pays. Selon Jeune Afrique, il pourrait par ailleurs rencontrer rapidement le président Patrice Talon. L'ancien président béninois accompagne une délégation de la CEDEAO composée du président de la commission de la CEDEAO, d'un représentant du ministère nigérien des Affaires étrangères et à laquelle s'est joint l'ancien président nigérian Abdul Salami Aboubakar. Jeune Afrique souligne que la présidence béninoise confirme le retour de Bouni-Yayi mais ne confirme pas la composition de la délégation qui l'accompagne. Et en RD Congo, le chef de guerre Cocody Coco condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Frédéric Massoudi Ali Massi a été condamné pour de nombreux viols et meurtres commis en 2018 par les Raya Mutomboki, sa milice dans l'est de la RDC. Le verdict est tombé jeudi au terme d'un procès qui comptait parmi les parties civiles la fondation Panzi du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Il a été condamné à perpétuité par un tribunal militaire à Bukavu. Le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine arrêté à N'Djamena, la capitale du Tchad. Selon RFI, Abdoulaye Miskine et 3 responsables de mouvements rebelles centrafricains sont entrés en territoire tchadien à partir de Tissi, une ville du sud-est qui borde les frontières du Tchad, du Soudan et de la Centrafrique. Ils sont logés dans les locaux des services de renseignement. Aux États-Unis, le Congrès s'apprête à interroger Gordon Sondland. Il est l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne et intermédiaire officiel des pourparlers avec Kiev. L'audition devrait être déterminante dans l'enquête qui vise Donald Trump en vue d'une possible destitution. Audition donc ce mercredi. Le pape François en visite en Thaïlande puis au Japon. Le souverain pontife est arrivé ce mercredi en Thaïlande pour un périple de 7 jours qui va le conduire au Japon. Une première en près de 40 ans. À l'aéroport de Don Mueang, le pape François a été accueilli par le premier ministre thaïlandais et le ministre des Affaires étrangères. C'est la première fois, Binta, depuis Jean-Paul II en 1984 qu'un souverain pontife effectue une visite en Thaïlande. Et vous n'étiez pas encore né en 1984. Merci. Merci Georges. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Affaire Bougazeli, on en parle d'un point de vue à partir de 12h35. Ce sera avec Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, et Daoudemine, directeur du site d'information IGFM et spécialiste des questions judiciaires. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Binta Diallo. Lamine Diack se porte comme un charme. L'ancien président de l'IAF, dont le procès est fixé en janvier, garde toute sa sérénité. Témoignage d'un ancien athlète sénégalais qu'il a rencontré et qui va le revoir à nouveau ce mercredi. Il s'agit de Amadou Gakou, recordman du Sénégal du 400 mètres, détenu depuis 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Ce dernier est mandaté par l'Association des anciens athlètes du Sénégal pour apporter son soutien à l'ancien président de l'IAF. Nous l'avons joint ce matin à Paris. Je l'ai trouvé en bonne forme et pour partir de cela, il réunit tout ce que le prophète nous disait, qu'il faut être croyant. Croyant parce que quand le bon Dieu vous met dans votre vie quelque chose, je pense qu'il faut le comprendre.
Et il a pris ça avec philosophie. Je crois que c'est à saluer. Il est resté serein, calme et discret. Et ce que j'ai constaté, c'est un bon croyant. Et un bon croyant ne croit qu'à Dieu. Et tout ce qui se passe, c'est Dieu. En dehors de ça, je crois que unanimement, un musulman doit être fidèle au principe de l'islam. Et le foot mauritanien en net progrès en club tout comme en équipe nationale. Un travail de longue haleine a permis de se frayer le chemin. Et oui, ce football a le vent en poupe après la qualification du FC Nouadhibou en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. L'équipe nationale a posé des pas sûrs en direction d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2021. En phase de qualification hier à Nouakchott, les Mouréboutounes ont dominé 2-0 la République centrafricaine. Avant, ils avaient tenu en échec le Maroc chez lui, ce qui leur permet d'être co-leader. Abadjidjou, membre de la cellule communication et médias de la Fédération mauritanienne de football que nous avons joint ce matin. Le secret du football mauritanien, ce n'est rien d'autre que le travail, parce que c'est une jeune fédération très ambitieuse qui a mis sur place un projet à long terme. Ça fait maintenant 10 ans. Et voilà, vous savez, la Mauritanie avait éliminé le Sénégal au championnat d'Afrique des Nations 2014. Et ils se sont qualifiés pour la première fois au CHAN en 2014 en Afrique du Sud. Ils sont revenus pour se qualifier pour la première fois de l'histoire à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ont fait une participation honorable. Et c'est sur laquelle ils sont en train de poursuivre cette belle dynamique en entamant bien ces éliminatoires de la CAN 2021. La première journée, ils ont tenu en échec l'équipe marocaine 16-0 but partout. Et voilà, hier, ils ont réussi ici la Centrafrique et ils ont gagné la Centrafrique par la manière, une victoire méritée parce que l'équipe de Corentin Martins a dominé toute la partie et ils ont réussi à s'imposer à domicile. Voilà, maintenant la Mauritanie a engrangé 4 points très importants et a fait un pas en tout cas vers la qualification en enregistrant 4 points. Ils ont le même nombre de points avec le Maroc qui est l'équipe favorite dans cette poule. The Special One, nouveau manager de Tottenham, Mourinho, va percevoir 11 milliards de francs CFA par an. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2023 avec les Spurs et remplace Mauricio Pochettino, l'Argentin qui a été démis de ses fonctions par le club anglais lundi. Le témoignage de notre collaborateur Alassane Seck qui nous parle des caractéristiques de The Special One. Oui, Mourinho est un entraîneur qui a gagné partout où il est passé. Oui, Mourinho, il a entraîné des équipes comme Manchester United, Chelsea, Real Madrid, de grandes équipes à travers l'Europe. Oui, il s'est autoproclamé le Special One, mais les avis sont partagés. Le beau style de jeu, c'est pas son problème. La confiance aux jeunes, c'est pas son problème. Ce qui importe pour lui, c'est les résultats. J'ai fait exprès de rendre hommage à Mauricio Pochettino, parce que Mourinho, c'est tout le contraire de Mauricio Pochettino. Autant Mauricio Pochettino est adepte du football explosif, Mourinho est un peu traditionnel, défensif, et est un entraîneur qui se crée des ennemis partout où il est passé. Il va encore se créer davantage d'ennemis avec surtout les supporters assis de blâme tous à l'autre même. Et les spécialistes du foot doivent se poser la question à savoir pourquoi il n'a pas été enrôlé ni par le Real de Madrid ni par Bayern Munich dont le job est vacant en ce moment. Parce que simplement il a prouvé qu'il a manqué un peu de classe durant tout son cursus. Mourinho toucherait un énorme salaire, le double de celui de son prédécesseur, l'Argentin Mauricio Pochettino. Le Daily parle de 7 millions d'euros, soit environ 150 millions de francs CFA. C'est bien cette page de sport, Bintania. Merci, cher Tidiane. Juste rappeler Timbo, ex-gérant de AGT, est actuellement en route pour le palais de justice de Dakar pour aller répondre à la convocation de la section recherche de la gendarmerie. Pas été auditionné face à face décisive qui fait état d'un indique que le responsable a pertué. Ce que confirme l'un de ses conseils, Maître El Hadjouf, déclare qu'ils vont le défendre pour le tirer d'affaire. Les attentions hier, résumé de trafic de. C'est ce que l'on peut appeler poste d'émission de presque tous les journaux. Une vraie démission. Rapporte que Bougazeli adhère vers 18h qu'il ne de son poste de député. Evanias a annoncé de sa lettre de démission. Ainsi, Tribune fait dans le clair-obscur qui souligne qu'il a été contre. En tous les cas, le quotidien indique qu'il démissionne et se met à la justice. Mais Bougazeli peut démissionner. Il a posé de ses l'Obs qui rapporte par ailleurs sur son canapé. Et conservateur et livre sa version des faits. Autre affaire dont la croquerie. La plaignante, leur sœur Aminata Mboup, elle a, selon mon confrère, a actionné la division des près d'1 milliard de francs vendus des terrains qu'il sera bientôt et des peines de prison sont prévues par le texte. Toute personne qui urine publique sera punie d'une amende à
à 30 000 francs CFA. Qui dépose des gravats, de la ferraille, des épaves et autres objets sur la voie cible d'une peine d'amende d'un mois à 1 an et d'une amende de 100 000 CFA à 1 million de francs CFA pour l'une de ces deux peines seulement. Les laveurs de voitures, les ménagères, entre autres aussi sous le coup de la loi si l'on se fie à l'observateur conclut que Macky Sall sa cravache. Son ministre, d'ailleurs lui, était à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi portant report des locales et prorogation des mandats des conseillers. Sud Quotidien en rend compte et relève que les discussions ont laissé paraître deux camps, à savoir les députés favorables à la poursuite du dialogue politique pour l'obtention d'un consensus contre ceux, surtout certains de l'opposition, qui ne sont pas au dialogue et pensent que les dites concertations ne sont qu'une ruse du président Macky Sall. En réponse aux différentes interpellations, Aly Ngouille Ndiaye a persisté sur la nécessité de laisser la fourchette temporelle au plus tard le 28 mars 2021 pour terminer les travaux de la commission du dialogue. À la une de Source A, Hamdi Moustapha Faye, l'ancien international de football, parle de la gestion des Lions par le coach Aliou Cissé et des ruptures toujours pas faites. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas tendre avec le sélectionneur des Lions. Pour Hamdi Moustapha Faye, le problème d'Aliou Cissé, c'est qu'il n'a pas de vision pour le futur. En tous les cas, pour Record, la défense des Lions est le chantier prioritaire de Cissé. Selon mon confrère, il n'a pas l'embarras du choix en défense où Kalidou Koulibaly tient la corde en compagnie de Cheikhou Kouyaté. Kalidou Koulibaly, justement, il fait partie des Lions les plus utilisés en 2019 avec 11 matchs 1020 minutes. Stade cite aussi Gana Gueye, 11 matchs, 908 minutes. Sadio Mané, 11 matchs, 803 minutes. Crépin Diatta, 13 matchs, 798 minutes. Et pour terminer à la une de Libération, prison break au cœur de Sandaga. 2 fugitifs dans la nature. Ils se sont évadés pendant leur acheminement au commissariat du port. Bougazeli, nous recevons Seydi Gassama. Il est le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Bonjour Seydi Gassama. Oui, bonjour. Nous recevons également notre confrère Daouda Mine. Il est le directeur du site d'information IGFM et spécialiste des questions judiciaires. Bonjour Daouda. Bonjour Benta. Alors, quelle lecture, Seydi Gassama, faites-vous de l'affaire de trafic présumé de faux billets dont serait impliqué l'ex-député Seydina Fall Bougazeli? Faut-il le rappeler, il a démissionné hier de son poste de parlementaire pour mettre à l'aise la justice. Écoutez, je pense que cette affaire est un véritable camouflet pour le peuple sénégalais. Bougazeli était quand même un élu du peuple sénégalais. Bon, je parle sous réserve de la présomption d'innocence dont je suis encore. Mais le seul fait qu'un député du peuple sénégalais puisse être mêlé à ce type d'affaires et constitue vraiment une honte. Pas pour lui en tant qu'individu, tout seul, mais vraiment pour toute la nation. Donc, le traitement également qui a été fait par la suite constitue vraiment un véritable désarroi, parce que quelqu'un qui a été pris en flagrant délit, qu'il soit député ou pas, en l'occurrence pour un député, on ne peut parler d'immunité parlementaire. Donc il aurait dû tout de suite être conduit à la gendarmerie, on n'aurait jamais dû le laisser rentrer chez lui, avec tous les risques que cela comporte par rapport aux autres personnes impliquées, par rapport aux témoins potentiels de cette affaire. Donc le traitement a été déplorable, mais surtout le fait que Bougazeli soit mêlé à cette affaire est vraiment déplorable pour tous les Sénégalais. Daouda Mine, est-ce que vous pensez, comme Seydi Gassama, qu'on n'aurait jamais dû, la gendarmerie n'aurait jamais dû laisser, lors de la première audience ou de la première audition, laisser Bougazeli rentrer chez lui et laisser ses présumés complices être déférés devant le procureur? Bon, je suis d'accord avec Seydi Gassama, parce que comme il l'a si bien dit, Bougazeli a été pris la main dans le sac parce qu'il a été arrêté avec des faux billets, comme ce fut le cas dans l'affaire Thione Seck. Thione Seck n'avait pas la chance que Bougazeli a, parce que lorsqu'on a arrêté Thione Seck, le même jour il a été placé en garde à vue et 2 jours après il a été déféré au parquet. Bougazeli a été libéré le même jour, jeudi dernier. Je ne vois pas pourquoi la gendarmerie ait pu le libérer, parce que tout simplement son immunité parlementaire ne pouvait pas bien appliquer. On convoque toujours l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est très clair. Qui dit quoi? Lorsqu'il s'agit, on dit qu'un député ne peut pas être poursuivi ni arrêté lorsqu'il est en session. Mais il y a 2 exceptions. La flagrance. La flagrance et la fuite. Lorsque le député est en fuite, on doit l'arrêter de manière militaire. Je rappelle qu'il y a eu un ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom,
lorsqu'il a été convoqué, il a refusé de déférer à la convocation. Le lendemain, on a pris la brigade d'intervention polyvalente qui est allée à Kolda le cueillir dans son hôtel et l'amener à Dakar. Pourquoi aujourd'hui un député qui refuse de déférer à la convocation, il a refusé de déférer à la convocation vendredi, il a refusé de déférer à la convocation lundi. Hier, il est parti là-bas, moi je m'attendais à ce qu'il soit placé en garde à vue comme les autres l'ont été. Mais il a été libéré et aujourd'hui on nous dit qu'il devrait se présenter encore au niveau de la section de recherche. Moi je ne comprends pas quand même la gestion de ce dossier-là. Je pense que la gendarmerie ne devait pas agir de cette manière-là. Oui. Est-ce que dans cette affaire Seydi Gassama, on peut parler de rupture d'égalité des citoyens devant la loi, un deux poids, deux mesures que personne ne comprend? Clairement, il y a une rupture d'égalité. La preuve, les autres co-accusés sont en garde à vue et lui, il est chez lui en train de l'air. Je crois que c'est une véritable rupture d'égalité des citoyens devant la loi, en l'occurrence Bougazeli qui était dans ce cas d'hésitation de flagrant délit, et cela évidemment peut à crédibiliser dans l'esprit des citoyens qu'on a une justice à deux vitesses. Lorsque c'est des Sénégalais ordinaires qui ont des démêlés avec la justice, elle fait preuve d'une diligence extraordinaire. Lorsque c'est un opposant politique également, elle fait preuve d'une diligence extraordinaire. Mais lorsque c'est un opposant politique, c'est un membre du parti au pouvoir, évidemment, la justice traîne les pieds, et dans ce cas, c'est pas seulement la justice, la police, la gendarmerie, tous ces corps. Lorsqu'il s'agit d'une personnalité du régime en place, pas seulement de ce régime, c'était le cas pour le régime d'Abdoulaye Wade. Évidemment, il traîne les pieds parce qu'évidemment, on craint qu'il y ait des foudres qui tombent sur soi. Et la gendarmerie, c'est quand même encore très hiérarchisé, très normé. Et les enquêteurs, ils agissent sous, évidemment, l'ordre du procureur. On l'oublie souvent. Lorsque les enquêteurs mettent la main sur quelqu'un dans ce genre de situation, le procureur est immédiatement informé. Et tout le travail qu'ils font, évidemment, ils le font sous la conduite du procureur, qui est lui-même sous la tutelle directe du garde des Sceaux. Donc c'est une affaire dans laquelle il y a des interférences politiques, ou en tout cas les gens ont peur qu'il y ait des conséquences politique sur, évidemment, les enquêteurs. Oui. Voilà. Quelles conséquences politiques cette affaire pourrait prendre? On sait très bien que dans ce genre de situation, on a vu ce qui est arrivé aux deux magistrats qui étaient au comité des droits de l'homme. Ça, c'est les sanctions, disons, les plus douces qui peuvent être appliquées dans ce genre de situation. Sauf que lui, il a déjà démissionné de son poste, qui était électif. Voilà, bon. Il a démissionné hier, mais au moment où il a été donc convoqué pour la première fois, il était encore député. Espérons que maintenant qu'il a démissionné, que évidemment les gendarmes vont avoir les mains déliées et qu'ils vont pouvoir le traiter comme n'importe quel citoyen sénégalais. Alors, Daouda, on peut penser à quoi pour la suite de cette affaire Bougazeli? On l'a entendu depuis l'éclatement de cette affaire clamer son innocence, et hier il a démissionné pour nous annoncer qu'il a déjà pris une trentaine d'avocats. Non, Binta, moi je fais partie de ceux qui pensent que sa démission n'a rien à voir avec ce dossier-là. C'est-à-dire qu'on ne devait pas attendre qu'il démissionne ou pas, parce qu'on est dans le cas d'une enquête de flagrant délit. Et dans le cas d'une enquête de flagrant délit, il n'y a pas d'immunité parlementaire qui vaille. Donc on ne doit pas attendre qu'il démissionne pour le placer en garde à vue ou bien pour l'arrêter. Moi, c'est ma conviction. Il a démissionné, certes, mais je pense que on ne devait même pas attendre qu'il démissionne pour pouvoir l'arrêter, parce que quand même quand on applique l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est clair et net. C'est ça mon avis. Maintenant, il a démissionné peut-être pour mettre à l'aise les forces de sécurité et le procureur de la République. Moi, j'estime que le droit doit être dit. Aujourd'hui, lorsqu'il se présentera devant la section de recherche, je pense qu'il doit être placé en garde à vue pour tout simplement répondre des accusations qui portent à son encontre. Parce que, comme on l'a si bien dit, c'est vrai qu'il bénéficie d'une présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement. Mais quand même, il faut quand même qu'on respecte le droit, éviter qu'il y ait une rupture de légalité, parce que d'autres personnes qui sont impliquées dans ce dossier-là, 5 Sénégalais... Mais est-ce que Daouda Mine, vous pensez que cette affaire pourrait rester sans suite pour Bougazeli au vu de tout ce qui est en train de se passer? Non, je ne pense pas que cette affaire-là puisse rester sans suite.
parce que franchement, si cette affaire-là restait sans suite, moi, en tout cas, je démissionnerais de notre droit quand même. Je me dirais qu'on n'a pas véritablement une justice au Sénégal. J'estime qu'on ne peut pas arrêter les personnes qui sont impliquées dans le dossier et laisser une autre personne vaquer librement à ses occupations. Je pense sincèrement que les gens vont se rattraper. On va le garder à vue et on va le mettre dans le même dossier que les autres qui sont déjà aujourd'hui en retour de parquet et qui doivent normalement aujourd'hui rencontrer un juge d'instruction qui pourrait les placer sous mandat de dépôt. Oui. Est-ce que vous pensez, merci beaucoup Daouda Mine, on va vous retrouver à 13h. Seydi Gassama, pensez-vous que cette affaire Bougazelli va connaître une suite favorable, une suite logique? Je crois que oui. Déjà, s'il prend une trentaine d'avocats, c'est parce qu'il est conscient de la lourdeur des charges qui pèsent contre lui. Et comme l'a dit Daouda, espérons que la gendarmerie, la justice vont être à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes des Sénégalais par rapport à leur justice. Si cela n'est pas fait en tout cas, ce serait un véritable discrédit à la fois sur la justice, mais sur ce corps d'élite qui est la gendarmerie. Voilà.